On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour évoquer la réforme des retraites. Ça y est, elle est devant le Sénat. Elle a d'ailleurs été approuvée ce matin en commission seulement. Elle sera débattue dans l'hémicycle à partir de jeudi. Après 15 jours de débat électrique à l'Assemblée nationale, les sénateurs vont s'emparer de la réforme. Ils ont déjà mis une disposition nouvelle en faveur des mères de famille. Elles étaient complètement oubliées dans la version du gouvernement. On fait juste le point avec Maxime Lavandier et je passe la parole à mes invités ensuite. Après les députés, c'est au tour des sénateurs d'étudier la réforme des retraites en commission aujourd'hui. Un passage préalable au débat en séance publique. La droite, majoritaire au Sénat, soutient le texte de loi, avec des modifications comme la fin accélérée des régimes spéciaux et l'ajout de mesures en faveur de la politique familiale. La gauche, elle, bien que minoritaire, compte se faire entendre également. Dans le même temps, les syndicats souhaitent accentuer la pression sur le gouvernement pour qu'il recule, avec cet objectif affiché de bloquer le pays le 7 mars prochain, comme l'explique Éric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail. À partir du 7 mars, il y a un grand mouvement social reconductible qui va bloquer le pays et qui ne laissera d'autre choix au gouvernement que de retirer son texte. Aujourd'hui, c'est un texte injuste, violent. Pour les Français, le débat s'éternise, mais reste indispensable. Ça commence à faire un peu trop. Tous ces gens-là au gouvernement, ils ne sont pas capables de prendre une décision. Il arrive un moment, il faut être sérieux, il faut se poser les bonnes questions. Mais c'est vrai qu'il faut penser à l'avenir de nos enfants. C'est le principe d'une vraie réforme, c'est qu'il y a un vrai combat démocratique et que ça prend du temps. C'est tout l'intérêt de notre appareil démocratique par ailleurs. Je pense que sur le Sénat, il y a un sens du débat qui est beaucoup plus nuancé et beaucoup plus complexe qu'à l'Assemblée où on essaye surtout de faire un peu son cirque. Les débats au Sénat vont se poursuivre jusqu'au 12 mars. Voilà pour cette présentation par Maxime Lavandier. Henri Guénaud, je vous passe la parole en premier, je passerai la parole ensuite à Benjamin Hamar, Marc Toiti et nos invités en plateau. Cette réforme des retraites, elle va passer? Elle va pas passer? Les syndicats disent il faudra qu'il retire le texte, le gouvernement. Je préférerais qu'il le retire. Maintenant, le gouvernement va avoir beaucoup de mal à retirer un texte sur lequel il s'est aussi fortement engagé, sur lequel le président de la République s'est aussi fortement engagé. Mais je trouve ça parfaitement déraisonnable. Qu'est-ce qui est déraisonnable dans cette réforme? À la fois le moment choisi pour faire cette réforme et deuxièmement, pour cette réforme. C'est-à-dire cette réforme, elle n'a aucune utilité aujourd'hui, elle n'a aucune forme d'urgence. On raconte absolument n'importe quoi depuis le début de ce débat, avec des chiffres qui sortent de nulle part. Enfin, on a eu l'exemple du ministre du Travail expliquant qu'il n'avait pas Olivier Dussopt à rendre de compte sur ces chiffres, mais vous pouvez faire la même chose avec tous les membres du gouvernement. Personne ne sait d'où sortent les chiffres qui balancent à la figure de tout le monde. Sur le déficit de régime de retraite, ok. Comment ? Sur le déficit des régimes de retraite? Oui, sur le fait qu'on va être en faillite si vraiment on ne fait pas cette réforme. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Alors ça prendrait beaucoup de temps là, de détailler tout ça, mais ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de risque aujourd'hui de faillite du régime des retraites. Je vais aller un peu plus loin. Quand on veut bien lire attentivement le rapport du corps, que dit le corps? Le corps montre que... Conseil d'orientation des retraites. Voilà, le Conseil d'orientation des retraites, on l'a créé pour justement pouvoir se mettre d'accord sur les chiffres, les prévisions. Alors, tous les chiffres sont discutables, toutes les prévisions, toutes les simulations, mais on a fait ça pour arriver à une sorte de diagnostic partagé. Donc, et c'est tout ce que nous avons au fond de sérieux aujourd'hui sous la main pour juger de la situation. Que dit le corps? Le corps montre que les dépenses de retraite sur les décennies à venir vont baisser en pourcentage du PIB, c'est-à-dire en pourcentage du revenu annuel, du revenu national annuel. Donc il n'y a pas de problème macroéconomique. Alors ça dépend évidemment des hypothèses qu'on fait sur la productivité, mais les hypothèses les plus sévères du corps montrent qu'il y aura une stabilisation et les hypothèses assez raisonnables sur la productivité montrent que ça va baisser. Donc il n'y a pas de problème macroéconomique. S'il y a un problème, il peut être résolu par une réflexion et une réforme du financement, du mode de financement, c'est-à-dire de l'assiette du financement, débat qu'on ne veut absolument pas ouvrir, mais certainement pas par le recul de l'âge de la retraite. D'ailleurs, moi, je milite pour la suppression de l'âge de la retraite, car avoir deux curseurs, c'est absurde, c'est souvent injuste, ça rend les choses totalement incompréhensibles, on voit bien avec cette réforme. Donc, au lieu de reculer l'âge de la retraite, on ferait mieux de le supprimer, et puis à l'avenir, quand c'est nécessaire... Laisser à libre choix des gens. Non, mais on a le libre choix des gens en fonction des annuités cotisées. Okay. Voilà, mais il n'y a aucune raison de faire cotiser pour rien des gens qui ont cotisé
toutes leurs annuités. Enfin, c'est terrible. On n'arrête pas de répéter qu'il faut valoriser le travail. Et à la première occasion, à chaque fois, à la première occasion, on dévalorise le travail. Alors, on parlera après de l'inflation, qui est un problème identique. Sujet d'après. Mais là, voilà, en réalité, on se moque du monde. Et donc, je trouve que ceux qui sont opposés à cette réforme ont raison de l'être. Et j'avais même dit un jour, je crois que c'était dans une interview avec vous, que les irresponsables, puisqu'il paraît que les gens qui sont contre sont des irresponsables, les irresponsables, ils n'étaient pas dans la rue, c'était plutôt dans les palais nationaux. Bon, alors, Benjamin Hamar, vous êtes sur les mêmes lignes, en fait. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi vous dites que les opposants à la réforme le seraient pour des raisons différentes. Parce que là, ce qui vient d'être dit, je le partage totalement. Hein. Mais après, philosophiquement, je pense que peut-être pas vous, mais dans ce qu'on entend dans les cortèges, dans la bouche des syndicalistes, le rapport au travail n'est pas tout à fait le même que celui qu'on connaît chez Henri Guénaud. L'importance, par exemple, de parfois travailler plus est largement plus défendue, je pense, dans la bouche d'Henri Guénaud que dans la bouche de certains syndicalistes. Attention à ne pas faire de ventriloquie, parce que moi, dans ce qui vient d'être dit, et je suis plutôt au diapason de ce qui se dit dans les cortèges, je le partage totalement, y compris d'ailleurs, parce que quand on a entendu à Rungis, M. Macron nous parler de la valeur travail, tout le monde rigolait parce qu'on sait effectivement ce qui se passe dans les entreprises. Il y a des gens qui s'échinent au boulot pour des salaires qui n'augmentent pas, pour des conditions de travail qui ne s'améliorent pas. Donc quand on parle de la valeur travail, il faudrait arrêter de raconter à peu près n'importe quoi, comme le fait M. Macron. Maintenant, sur la question, oui, bien évidemment, ce qui vient d'être dit par Henri Guénaud, moi je le partage. Mais on n'a pas besoin de rentrer forcément dans des détails très approfondis. Monsieur Dussopt, je l'entendais encore sur une chaîne concurrente ce week-end, on avait plein la bouche du déficit de 12,5 milliards en 2027. Alors 12,5 milliards en 2027, au regard des 320 milliards de dépenses de retraite annuelles, c'est un peu plus de 3% de déficit. 3% de déficit, c'est la Lali, c'est l'alarme générale. Mais de qui se moque-t-on? Gabriel Attal a dit, parce qu'il faut quand même se souvenir du propos de ce gouvernement bonimenteur. Gabriel Attal dit, c'est effectivement la réforme ou la faillite. Mais honnêtement, factuellement, qu'est-ce que c'est que ces boniments? C'est de la politique, ça. Non, mais excusez-moi, monsieur Reinel, vous avez vos mots, j'ai les miens. Vous dites c'est de la politique. Je suis pas là en train de le défendre. Moi, je dis c'est du baratin. Mais il y a des slogans de la manière. Non, mais attendez, excusez-moi, mais moi, en l'occurrence, d'accord, c'est de la communication mensongère. Dire aux gens que c'est effectivement soit la réforme, soit la faillite, à 3,5 de déficit, ça s'appelle du baratin. Alors, Henri Guénaud et ensuite Marc Platine. La première, c'est que c'est de la politique avec la vie des gens. Bon, et donc il faut arrêter de faire de la politique de cette façon. Le fait que d'autres utilisent des slogans ou des caricatures ne justifie pas le fait que le gouvernement ou les partis fassent la même chose. Donc, encore une fois, c'est de la politique avec la vie des gens. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que c'est intéressant, là, on est centré sur les 10 ans. On parle beaucoup là des 10 ans qui viennent. Et, alors, on regarde encore le rapport du corps. Quelque chose je peux pas passer sur cette question. Vous regardez le graphique là qui donne l'évolution de la part des dépenses de retraite dans le PIB. Et il y a effectivement un problème sur les 10 ans. Bon, quand on regarde le graphique. Mais il y a une petite note en bas de page où le corps dit sur cette période-là, en fait, il y a un problème de raccordement des séries qui sont les séries de données constatées et les prévisions du gouvernement avec le modèle du corps. Et il dit, il y a sur cette période un artefact statistique. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que c'est juste le résultat d'un problème statistique. C'est pas du tout le résultat d'un problème économique. Donc, un artefact statistique. On est en train de faire une réforme à partir d'un artefact statistique qu'on finit par présenter comme le signe qu'il va y avoir une catastrophe. Non, il n'y a pas de risque de faillite sur les 10 ans du système de retraite. Marc Platine, vous avez entendu dépenses publiques, dettes, vous avez bondi. Non, mais toujours deux choses déjà. Effectivement, sur la réforme des retraites, c'est des réformes à minima. Donc tout ça pour ça, j'ai envie de dire, effectivement sur les prévisions économiques, mais c'était le cas également à l'époque Sarkozy, dans les réformes des retraites, etc. Puis ensuite, moi je suis d'accord également, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau, c'est que malheureusement on prend des hypothèses économiques extrêmement optimistes. On dit on va faire 2,5% de croissance, taux de chômage à 5%.
5%. Et évidemment, comme on n'y est pas, c'est-à-dire que tous les 5-10 ans, il faut faire une nouvelle réforme des retraites. Voilà pourquoi les Français ne comprennent pas. Moi, je suis entièrement d'accord. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut donner le choix aux Français. Ça n'a pas de sens d'imposer, effectivement, quand on regarde les pays à l'international, alors en fait, c'est l'âge moyen de départ à la retraite, c'est pas une obligation. Alors, par contre, en termes de faillite, je vais vous rassurer, M. Hamar, nous sommes déjà en faillite. C'est-à-dire que depuis longtemps, c'est-à-dire que l'État français aujourd'hui se comprend. Vous voyez un truc très simple, se comprend l'actif net de l'État. Ça veut dire vous prenez son actif, tout ce qu'il possède, la Joconde, etc. Bref, et vous comparez à la dette. Si l'actif net est négatif, c'est-à-dire si on a plus de dettes que d'actifs, ça veut dire que l'État est en faillite. Ça fait 15 ans que c'est le cas. François Fillon l'a dit, il me semble, à l'époque. Voilà, exactement. Fillon l'a dit déjà il y a très longtemps. Donc nous sommes déjà en faillite. Maintenant, c'est vrai que moi, c'était pas forcément le bon moment de faire cette réforme aujourd'hui, je pense, parce que les Français ont d'autres problèmes, notamment effectivement sur l'inflation. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, là, on arrive à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que, et c'est vrai que ce coronavirus, malheureusement, nous a mis de plomb dans l'aile, parce que on a augmenté cette dette publique de 581 milliards d'euros. Donc évidemment, quand on parle de 12 milliards, on dit, attendez, c'est quoi le problème ? Sachant que sur la même période, le PIB français n'a augmenté que de 161 milliards. C'est-à-dire qu'on a mis 581 pour récupérer 161. Donc c'est ça le problème, c'est que on a énormément de dépenses publiques, pas pour les retraites, mais au sens large, mais qui ne sont pas suffisamment efficaces. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, il faut repenser complètement notre système. Et c'est là où moi je suis inquiet sur l'avenir. C'est que, nous n'oublions pas, pendant ce corona, les taux d'intérêt était extrêmement bas, c'était à 0. Et là, de jour en jour, aujourd'hui, on a atteint un nouveau record. On est à 3,1% sur le taux de 10 ans. Ça veut dire que le coût, aujourd'hui, la hausse des taux d'intérêt que paye l'État sur sa dette, pour l'instant, ça nous coûte 120 milliards, juste de charges d'intérêt de la dette supplémentaire. Donc, par an, non, sur 10 ans. Mais ça veut dire que globalement, ça va continuer d'augmenter. Et donc, qui va payer à la fin ? Parce qu'il faut être honnête, qui va payer ? Ce sont les Français, ce sont les contribuables. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Je vais vous dire, tout à l'heure, ça a été dit d'ailleurs, c'est effectivement la communication sur la vie des gens. Et c'est bien là l'histoire. Moi, je peux vous le dire, on en parlera sans doute tout à l'heure, on a un niveau de colère là que je pense tout le monde ne mesure pas bien. Et y compris là, on est avec les congés dans une période de mi-temps, mais à partir du 7 mars, le réveil va être douloureux pour certains. On ne peut pas dire aux gens, comme ça s'est dit effectivement depuis un certain temps, on ne peut pas leur dire les caisses sont vides, on ne peut rien faire. On ne peut pas leur dire parce que les gens ne sont pas, les salariés, les travailleurs ne sont pas bêtes, et on ne peut pas leur dire ça quand effectivement, il y a 160 milliards d'aides publiques aux entreprises, quand il y a 80 milliards de dividendes qui sont distribués, parce que les richesses qui sont distribuées, elles sont produites par les travailleurs. Alors je sais bien que quand je dis ça, monsieur de Ragnel, ça vous fait réagir, et ça me fait très... Non, vous avez réagi à l'instant, et monsieur Toiti en face, mais ça me va très bien, et c'est bien pour ça que je le dis. Parce qu'en fait, dans la vie, les gens, quand vous leur dites effectivement, c'est attention, les déficits sont abyssaux, alors on voit bien dans les faits que ça n'est pas vrai, eh bien, excusez-moi, attendez, monsieur, moi je vous parle, excusez-moi, ne mettez pas tout dans la même caisse, je vous parle des déficits de retraite. Moi je vous parle des Français, je vous parle, monsieur, je vous parle des déficits de retraite. Et de toutes les façons, vous pouvez le dire, monsieur Toiti, à longueur d'antenne, les enquêtes d'opinion montrent que ce discours-là ne marche pas. Il n'imprime plus, et c'est très bien. Eh ben, public, alors que c'est... Non mais les gens, monsieur de Ragnel, les gens, mais souffrez que j'aille au bout de mon argumentation. Les gens, ce qui les intéresse, c'est de savoir, quand ils ont bossé toute leur vie, s'ils peuvent avoir une retraite décente. Et depuis 30 ans, réforme régressive après réforme régressive, on ne leur propose que de la sueur et des larmes. Ça suffit, basta. Et donc maintenant, je vous le dis, cette réforme-là, certains nous disent, c'est pas la bonne époque, je vous le dis, elle va avoir une place, c'est les poubelles de l'histoire sociale. Sinon, très clairement, la colère sociale ne va faire que grandir. Certains ensuite auront des larmes de crocodile en disant mais pourquoi on en est arrivé là ? Ben voilà, les syndicats sont là et la colère sociale elle va se juste rapidement, parce que après, sur le fond, mais sur la forme, le choix fait par le gouvernement du train législatif, c'est qu'il va y avoir le Sénat jusqu'au 12 mars. Ensuite, il va y avoir une commission mixte paritaire. Tout à fait. Donc ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Et la réforme peut être adoptée très rapidement. Si la commission mixte paritaire ne se met pas d'accord, voilà. Après, il y a un problème pour le gouvernement. Il y aura la saisine du Conseil constitutionnel. Et là, il peut y avoir, sincèrement, on peut imaginer. Non, c'est pas imaginer. Une chance. Il y a on a un vrai sujet. C'était après d'observer. Il y aura sûrement, peut-être, une censure.
Mais c'est vrai que ce qui est important pour votre mouvement, c'est ce qui va se passer entre le 7 et le 12 mars. Parce que après, ça va aller très très vite en termes de procédure. Très 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 vite. L'agenda social, il se calque pas forcément sur l'agenda parlementaire. S'il vous plaît, messieurs. Ça, c'est un point capital. Le gouvernement a choisi de rattacher cette réforme, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire constitutionnelle française, une réforme des retraites, rattachée à un projet de financement de la sécurité sociale. Parce que ce type de projet de loi peut faire l'objet d'une procédure particulière, procédure du 47 alinéa 1, enfin du 47-1 de la Constitution, qui est la même d'ailleurs pour les lois de finances, qui a été fait pour permettre que la continuité des services publics, quand on arrive en fin d'exercice, c'est qu'il faut absolument voter le budget. Avant, on faisait des 12e provisoires. Pour éviter ça, on a dit, voilà, là, dans ce cas, c'est enfermé dans des délais très stricts, et si ces délais ne sont pas respectés, on tranche par ordonnance. Mais ça, c'est inimaginable. Enfin, moi, je n'imagine pas un instant, peut-être que ça va se passer, mais ça serait ouvrir une boîte de Pandore terrible que le Conseil constitutionnel n'annule pas cette disposition qui est une sorte de cavalier budgétaire. Tout tomberait à l'eau. Non, mais ça explique aussi. Sur certaines mesures. Ça explique aussi. Mais en fait, c'est tout le texte. Vous ne pouvez pas faire passer des réformes. Sinon, à l'avenir, ça veut dire toutes les grandes réformes qui ont tout un impact financier, on va les faire passer comme ça. C'est pas possible. Ce qui s'est passé au Parlement, au-delà des caricatures, des injures, etc., est aussi en partie dû à ce choix-là, qui enferme dans des délais déraisonnables la discussion. Donc, c'est pas un sujet mineur. Non.